La Silicon Valley est un endroit où les rêves peuvent devenir réalité. Et quand vous réussissez ici, c'est incroyable. Vous faites de grandes choses et gagnez beaucoup d'argent. Mais ça peut aussi devenir un endroit où ces rêves deviennent des cauchemars. Sandra Brown, de la police de Palo Alto. La Silicon Valley a tellement changé depuis plusieurs dizaines d'années. C'est devenu l'épicentre mondial du progrès technologique. C'est dingue. J'ai passé ma carrière à enquêter sur les crimes de la Silicon Valley. Comme l'affaire de Janine Arms. Janine travaillait dans la Silicon Valley et elle s'en sortait très bien. C'était une femme qui gérait des contrats s'élevant à des millions de dollars. Elle donnait vraiment l'impression d'être la meilleure dans son domaine. Et puis tout a basculé. Elle ne manquait jamais un jour de travail et c'est là que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. On a parlé de sa disparition dans toute la Silicon Valley. La police a reçu des dizaines de renseignements, mais aucun ne semble faire avancer l'enquête. À quel point ça pourrait être pire? Au secours! Il a tiré sur quelqu'un! Je connaissais Janine depuis l'enfance. Nos parents étaient amis, donc c'est ce qui nous a rapprochés. Ensuite, en grandissant, nous avons vraiment choisi d'être amis. C'était une personne qu'on appréciait dès la première rencontre. D'abord parce qu'elle était magnifique, et aussi parce qu'elle avait un très bon sens de l'humour. Du gâteau et une tranche napolitaine, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle avait beaucoup d'autodérision. Donc elle était très humaine, en plus d'être sublime. Elle attirait les gens. Et voilà ton adorable frère Wayne. Elle avait 2 grands frères. Craig était l'aîné, Wayne le cadet, et Janine était la dernière. Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Leur famille était très soudée, et ils avaient tous un humour plutôt sarcastique. Ils étaient très drôles. Je me reconnais un peu en Janine Arms. Nous avons grandi dans la même région. Janine a étudié à l'université de San José, et moi aussi. Et nous avions plus ou moins le même âge. Elle a obtenu un diplôme en arts et sciences, alors que moi, j'ai choisi la voie de la justice pénale. À peine diplômée, elle a directement été embauchée par Amdahl Corporation. C'était une entreprise réputée dans la Silicon Valley à cette époque. Elle travaillait comme acheteuse et elle s'en sortait très bien. Je crois qu'elle a reçu 5 promotions au moins. Elle adorait son travail et appréciait beaucoup ses collègues. Elle était très heureuse de travailler là-bas. Amdahl était une super entreprise très réputée dans la Silicon Valley. Il fabriquait des ordinateurs centraux. Son fondateur avait d'abord travaillé pour IBM, puis avait développé un moyen d'utiliser cette technologie pour créer sa propre entreprise. Je crois que c'était un très bon poste pour elle. Amdahl fabriquait et vendait des ordinateurs centraux. C'était l'un des principaux concurrents d'IBM pendant de nombreuses années. Pendant la période que Janine Arms a passée dans la Silicon Valley, elle gérait des contrats s'élevant à des millions de dollars. Et à cette période, il y avait peu de femmes dans la Silicon Valley. Elle travaillait très dur et se dévouait corps et âme à son travail. Elle restait tard le soir et venait tôt le matin. Elle était comme ça. Elle aimait vraiment ce travail et adorait travailler pour cette société. Janine faisait partie des Tech Bros, cette communauté très masculine passionnée de tech. Amdahl, qui construisait des ordinateurs centraux, n'arrivait pas à suivre les avancées technologiques d'IBM. Ils avaient de plus en plus de difficultés et ont commencé à licencier des employés. Les entreprises de la Silicon Valley ont parfois des périodes de licenciement et Janine en avait connu plusieurs pendant lesquelles elle s'était inquiétée, mais elle y avait toujours survécu. Je suis sûre que son patron chez Amdahl l'estimait beaucoup et l'avait aidé à conserver son travail pendant ces périodes de licenciement. Même si sur le plan professionnel, les choses s'étaient un peu compliquées, sur le plan personnel, Janine venait juste de rencontrer Randy Arms.
Je ne savais pas grand-chose de Randy avant qu'elle ne décide de l'épouser, ce qui était assez étrange. J'étais un peu surprise par toute cette histoire et par l'annonce de leur mariage, mais je la soutenais. Ils avaient l'air bien ensemble. Dommage que ça n'ait pas duré. Je voulais qu'elle soit heureuse. Elle gravissait les échelons chez Amdahl et je crois qu'il n'en était pas au même stade dans sa carrière. Ils ont juste fini par s'éloigner et je pense qu'il n'était simplement pas la personne avec qui elle se voyait vieillir. En avril 2001, l'appartement à côté de celui de ma mère s'est vidé et j'ai demandé à Janine si elle voulait y emménager. Elle a dit oui. Elle a beaucoup aimé vivre seule. Elle profitait de la vie. Elle s'amusait vraiment beaucoup. Elle gagnait beaucoup d'argent, mais elle aimait aussi le dépenser. Elle adorait faire les magasins. Elle s'est acheté la voiture de ses rêves, une Ford Mustang noire. Une fois achetée, Janine s'est empressée d'aller acheter des autocollants de voitures de course pour la décorer. Elle adorait la conduire. La mentalité de la Silicon Valley est très axée sur la performance au travail. Janine était très disciplinée et toujours à l'heure. Et je pense que le besoin de se défouler après sa journée faisait simplement partie du mode de vie de la Silicon Valley. Il y a énormément de stress. Elle avait très envie de rencontrer quelqu'un d'autre après son divorce avec Randy. C'est ce qui l'a poussée à sortir plus souvent. Elle avait pris l'habitude de beaucoup sortir les week-ends, d'aller dans les bars à Los Gatos pour rencontrer des gens. Tout allait plutôt bien pour Janine Arms. Elle avait échappé au licenciement, elle avait survécu au divorce avec son ex-mari, et puis tout a basculé. Le 27 juillet 2001, j'ai vu Janine chez elle. Elle se préparait pour aller à un rencard. Elle est sortie, elle m'a dit au revoir. Et je ne l'ai plus jamais revue. Elle avait accepté un rendez-vous à contre-cœur avec cet homme qui était très insistant. Ils s'étaient vus une fois quelques semaines plus tôt et elle l'avait repoussé. Il continuait d'insister. Donc elle a fini par accepter à contre-cœur d'aller boire un verre avec lui. Elle m'avait demandé si je pouvais y aller à sa place, mais j'avais déjà un rendez-vous. J'allais au cinéma. Je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer. Je suis partie au cinéma. Et c'est tout. J'avais hâte d'être au lendemain pour lui demander ce qui s'était passé et si elle l'avait vu ou non. J'ai laissé un message sur son téléphone fixe. Je tombais directement sur la messagerie de son portable, ce qui m'a paru bizarre. Donc je l'ai appelée à son travail le lundi matin. Mais elle n'a pas répondu. C'était bizarre, elle répondait toujours sur son téléphone professionnel. J'ai donc appelé Chigi et je lui ai demandé « Est-ce que tu as vu Janine depuis vendredi soir ?» Elle m'a répondu « Non, sa voiture est là, mais je ne lui ai pas parlé, ses volets sont fermés. » À ce moment-là, j'ai rappelé à son travail et j'ai demandé à parler à une de ses collègues. Elle m'a dit qu'ils étaient très inquiets pour Janine parce qu'elle n'avait pas posé de jour de congé et que ça ne lui ressemblait pas. Elle n'avait jamais manqué un jour de travail et c'est là que je me suis dit qu'il était arrivé quelque chose de grave. Chigi a fini par appeler la police. Quand la police est arrivée, j'ai utilisé mon double des clés. Quand on ouvre la porte, on tombe directement sur le salon. J'ai tout de suite vu qu'il n'y avait plus de coussins sur le canapé et plus de tapis non plus. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Pourquoi le tapis, la couverture et les coussins du canapé n'étaient plus là? En allant dans sa chambre, je voyais encore la trace qu'elle avait laissée sur le lit en s'asseyant pour mettre ses chaussures. Donc j'ai su que le lit n'avait même pas été touché. Non seulement son tapis persan et les coussins de son canapé avaient disparu, mais il manquait également ses clés de voiture et son portefeuille.
Ce qui était surprenant, c'est que la voiture de Janine était toujours garée dans l'allée. Donc si elle était allée quelque part, elle n'avait pas conduit. Quand je suis arrivée, Chigi et les policiers étaient déjà sur place. Mais à ce moment-là, les policiers ne semblaient pas très inquiets parce que la maison était propre. Il n'y avait pas de signes de lutte, il n'y avait pas de vaisselle cassée ou de table retournée. C'était une scène très étrange. Il n'y avait rien dans sa maison qui avait été abîmé ou renversé. Mais les objets qui manquaient étaient terriblement suspects. Ce ne sont pas des types d'objets que des gens voleraient. Personne n'irait s'introduire dans une maison pour voler de coussins. Chigi et moi savions que quelque chose de grave était arrivé. Ça ne ressemblait pas du tout à Janine. Mais ce n'était pas facile d'expliquer à la police que rien de tout ça n'était normal. Où étaient passés son sac et ses clés? J'étais tellement inquiète. Je ne pensais qu'à cet homme que Janine avait vu ce soir-là. Il s'était passé quelque chose de grave. Quand les policiers de Los Gatos arrivent sur place, ils cherchent la personne qui a disparu. Est-ce que cette personne est dans la maison? Ils ne l'ont pas trouvée. Elle n'était pas là. La suite logique est de chercher si quelqu'un est entré par effraction. C'est ce qu'ils font, mais ils ne trouvent rien. L'endroit était propre. Il n'y avait aucune trace de lutte. Il n'y avait pas de trace de sang. Ils ont fouillé la maison à la recherche d'empreintes digitales. La maison avait l'air d'avoir été entièrement nettoyée parce qu'ils n'ont trouvé aucune empreinte. Ils n'ont même pas trouvé les empreintes de Janine. C'était une autre preuve que quelque chose de grave s'était passé. Janine jouait de la guitare. Elle en avait une posée dans un coin. Ils l'ont récupérée, l'ont examinée et n'ont même pas trouvé ses empreintes dessus. Il n'y avait absolument aucune preuve dans la maison. Mais il était tout de même évident que Janine n'avait pas quitté son domicile toute seule pour aller quelque part. La police était quasiment sûre qu'il s'agissait d'un acte criminel. Janine était en plein divorce avec son mari Randy. Généralement, quand on a affaire à un homicide, on cherche du côté du mari. Est-ce que Randy Arms aurait pu découvrir que sa femme sortait avec d'autres hommes? Est-ce que c'était le mobile? Ça pourrait l'être. Ils ont donc cherché du côté de l'ex-mari. Et ils ont découvert que Randy Arms n'était pas en Californie la nuit de la disparition de Janine. Les amis de Janine savaient qu'elle avait un rendez-vous avec un homme qu'elle n'avait pas particulièrement envie de voir. Mais elle ne savait pas le nom de l'homme qu'elle devait retrouver. Donc on a appelé à son travail. On ne connaissait pas le nom de l'homme qu'elle avait vu. Et on était certaine que c'était lui qui l'avait enlevé. J'ai appelé sa collègue et je lui ai demandé « Est-ce que Janine t'a dit le nom de l'homme qu'elle retrouvait ?» Et Marsha m'a répondu « Attends, je vais vérifier sur son calendrier. » Sur son calendrier, Janine avait écrit Alex et un numéro de téléphone sur le vendredi soir. Marsha m'a donc donné ces informations que j'ai ensuite transmises à la police. Puis ils ont retrouvé la personne associée à ce numéro. Je me souviens que les policiers ont fait une drôle de grimace en disant « Oui, c'est Alex Wilson. C'est le fils de l'ancien maire de Santa Clara. » On s'est dit « Waouh, voilà qui est intéressant. » On a tout de suite pensé « Il va falloir faire attention si son père est l'ancien maire de Santa Clara. » Santa Clara est juste au nord de Los Gatos. C'est rempli de tech bros. Alex Wilson vient d'une vieille famille de Santa Clara. Tout le monde connaissait le nom Wilson. Et le fait que son père soit l'ancien maire de la ville a soulevé un certain nombre de questions et beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'une histoire de pouvoir et d'influence pourrait affecter l'affaire? Les policiers sont allés interroger Alex Wilson dès qu'ils ont eu son nom. Il était très réticent à l'idée de leur parler. Mais il a fini par donner aux policiers un résumé de ce qui s'était passé. Alex déclare
qu'il est arrivé avec environ une demi-heure de retard à son rendez-vous avec Janine. Et il affirme qu'elle discutait déjà avec un groupe de personnes. Il s'est donc approché et a également rejoint le groupe. Il remarque que Janine prête beaucoup d'attention à un homme qu'il décrit comme trapu, petit et dégarni. Ça l'ennuie un peu étant donné que Janine est censée sortir avec lui. Après avoir discuté avec ce groupe de personnes, Alex Wilson affirme qu'au bout d'un moment, Janine les invite tous les deux chez elle pour un dernier verre. Mais il décide de ne pas y aller. Et donc, Alex finit par dire qu'il n'est jamais allé chez Janine. Nous avons tout de suite pensé qu'il fallait s'intéresser à cet homme. Alex Wilson est la personne que Janine devait retrouver ce soir-là. Elle ne voulait pas le revoir. Elle l'avait déjà repoussé une fois et cherchait une excuse pour éviter leur deuxième rendez-vous. J'ai entendu qu'il avait été assez grossier avec les policiers. Alex n'avait pas été coopératif. Il y a deux raisons possibles. Soit parce qu'il n'a rien à voir avec l'affaire, ou au contraire parce qu'il a joué un rôle dans la disparition. Les policiers ne savaient pas s'il était le bon suspect, donc ils ont continué l'enquête. Ils ont saisi la voiture d'Alex Wilson. Ils ont ensuite amené un chien de la brigade canine. Et ce chien, qui cherchait l'odeur de Janine Arms, a réagi dans la voiture. Non seulement le chien a trouvé quelque chose sur les sièges arrière de la voiture, mais on a aussi découvert une pelle et plusieurs cartes dans le coffre. Ces cartes montraient la propriété de la famille Wilson, située sur le mont Hamilton, dans l'est de San José. Les policiers ont obtenu un mandat de perquisition et ont fouillé méticuleusement cette propriété détenue par la famille Wilson. Ils ont envoyé des chiens de sauvetage et des chiens policiers pour fouiller la propriété. Ils n'ont rien trouvé. La propriété a été fouillée, mais sans résultat. Ils ne pouvaient plus poursuivre cette piste. On pouvait expliquer l'odeur trouvée par le chien de la brigade de deux façons. Alex Wilson aurait pu avoir l'odeur de Janine Arms sur lui après l'avoir vue. Ou, scénario plus inquiétant, Janine avait été dans cette voiture. Mais on ne pouvait pas prouver l'implication d'Alex Wilson. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Janine. Il s'est mal comporté avec la police. Il avait une pelle dans sa voiture, mais ce n'était pas suffisant pour affirmer qu'il était impliqué dans sa disparition. La police a donc commencé à chercher d'autres pistes pour résoudre l'enquête. Ça faisait maintenant plusieurs jours que Janine avait disparu. On en parlait dans toute la Silicon Valley. On en parlait à la télé et en première page des journaux. Toujours aucun signe de Janine Arms. Les chaînes nationales ont parlé de sa disparition le week-end dernier et depuis, la police a reçu des dizaines de renseignements. Mais aucun ne semble en mesure de faire avancer l'enquête. L'affaire de Janine Arms faisait beaucoup parler. Mais le bureau du procureur et la police de Los Gatos utilisaient les médias dans l'espoir d'obtenir des indices et des renseignements du public. Parce que quand une personne disparaît, on a besoin d'informations. Après la disparition de Janine, les gens se sont donné beaucoup de mal pour la retrouver. Ses amis ont créé des sites Internet. On avait publié un formulaire anonyme sur notre site Internet, au cas où quelqu'un aurait des informations, mais ne voulait pas donner son nom. Ça m'avait impressionné à l'époque, étant donné que c'était une technologie plutôt récente. La société Amdahl a participé financièrement à sa recherche. À ce moment-là, Alex Wilson sait qu'il est suspecté. Il ne parle plus à la police. Mais les policiers ont désormais la voiture de Janine. Le technicien qui fouille la voiture relève une seule empreinte. Ils entrent cette empreinte dans leur base de données. En comparant l'empreinte avec celle du système, ils trouvent une correspondance. Tout le monde s'attend à ce que ce soit Alex Wilson. Mais ils se trompent. L'empreinte correspond à un homme de 37 ans, Maurice Nasmeh.
Maurice était diplômé de Berkeley en architecture et il travaillait pour une entreprise locale. Avec toutes les startups qui voyaient le jour, c'était une très bonne période pour être architecte dans la Silicon Valley. Et comme les passionnés de tech, Maurice était très actif dans la vie nocturne locale. La police a pu lier l'empreinte trouvée avec celle de Maurice Nasmeh à cause d'une arrestation pour conduite en état d'ébriété. Maurice Nasmeh correspond à la description d'Alex Wilson de l'homme trapu, petit et dégarni. Donc maintenant que la police a ses coordonnées, ils se rendent chez lui. La première fois qu'ils le rencontrent, il est très coopératif. Il commence à parler aux policiers et suit la procédure. Il avoue aux policiers qu'il était avec Janine Arms et il avoue qu'il a bu quelques verres avec elle. Maurice a donné sa version de ce qui s'est passé le vendredi soir. Il dit qu'il était avec quelques collègues. Janine était assise au bar. Un de ses collègues l'a invité à se joindre à eux. Mais à un moment, un autre homme, Alex Wilson, s'est approché de Janine et a rejoint le groupe. Ensuite, Janine les a invités tous les deux à boire un verre chez elle. Il précise qu'Alex Wilson devait venir avec eux, mais qu'il a finalement décidé de ne pas les accompagner. Ils ont récupéré un pack de bière et ensuite, ils sont allés chez elle. Ils entrent, puis elle commence à jouer de la guitare. Ils restent ensemble un moment. Il raconte qu'ils sont allés chez Janine, ils ont bu quelques bières, puis elle s'est endormie sur le canapé. Et il est parti. Mais ce qui est étrange, c'est que Maurice affirme qu'en partant de chez Janine, il a vu quelqu'un marcher en direction de la maison. D'après la description qu'il fait de cette personne, on dirait qu'il parle d'Alex Wilson. Pour les enquêteurs, il y a des détails dans l'histoire de Maurice Nasmeh qui ne tiennent pas debout. Il y a un détail en particulier qui n'est pas logique. Maurice dit que Janine a joué de la guitare. Dans ce cas, pourquoi est-ce que la police n'a pas trouvé les empreintes de Janine sur l'instrument? Il dit aussi qu'ils ont apporté et bu des bières, ce que je trouve bizarre parce qu'aucune bouteille de bière n'a été retrouvée. Ils ont bu des bières, ils avaient un pack de 6 bières. Qu'est-il arrivé aux bières et aux bouteilles vides? Maurice répond qu'il a emmené les bières et les bouteilles vides avec lui. Il précise qu'il les a emmenées pour ne pas paraître malpoli. C'est un comportement très suspect. Qui emmènerait 2 bouteilles vides avec lui? C'est très étrange. Son histoire ne tenait pas debout. Il dit qu'elle s'est endormie sur le canapé, mais ce n'était pas du tout quelque chose qu'elle aurait pu faire. Elle ne faisait pas ça. Toute son histoire m'a paru bizarre, et pas du tout en accord avec la personnalité de Janine. Je me souviens avoir pensé que Maurice me donnait l'impression d'être le coupable. Maurice Nasmeh est maintenant suspecté dans l'affaire de la disparition de Janine Arms. Il affirme que quand il était chez elle, Janine s'est endormie et qu'elle dormait encore quand il est parti. Les enquêteurs ont trouvé ça très suspect. Les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour sa voiture. La voiture est saisie et fouillée à la recherche de preuves. Nasmeh dit qu'il n'a pas nettoyé sa voiture, mais elle a l'air relativement propre. Les policiers fouillent la voiture à la recherche d'ADN et tentent de trouver des empreintes. Pendant les recherches, les policiers découvrent 27 fibres textiles non identifiées à l'arrière de la Jeep de Maurice Nasmeh. Ils savent que le tapis persan a disparu.
Certaines des fibres textiles prélevées dans la voiture pourraient très bien correspondre au tapis, mais ils ne le retrouvent pas. Donc tout est conservé à titre de preuve. Maurice Nasmeh finit par faire appel à un avocat très respecté dans la Silicon Valley. Et juste après, il invoque son droit au silence. Il refuse de passer au détecteur de mensonges. À ce moment-là, ça commençait à devenir très frustrant, parce que les réponses qu'on avait voulu obtenir si rapidement mettaient très longtemps à arriver. C'était frustrant de rester là à attendre, parce que le temps pressait. Les policiers ne nous partageaient pas toujours les pistes qu'ils suivaient, donc on n'était pas forcément au courant de l'avancée de l'enquête. Et tout ça s'est transformé en années d'attente. On a commencé à prendre les choses en main parce que la police était trop lente. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de continuer à parler de cette histoire. On devait rappeler aux gens et aux journalistes que Janine était toujours portée disparue. Pour le premier anniversaire de sa disparition, on a organisé une marche dans Los Gatos. On a organisé différents types d'événements. Ça a commencé comme une affaire difficile, et ça ne s'est pas simplifié avec le temps. C'est notamment le manque d'indices et de pistes à suivre qui laissait les enquêteurs et les procureurs perplexes. On aurait dit une affaire classée pendant plusieurs années. La famille de Janine était dévastée par cette situation. J'ai eu de nombreux appels téléphoniques avec la mère de Janine, où je lui promettais qu'on ne lâcherait pas l'affaire. On doit faire quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés et attendre indéfiniment. C'était très dur pour toute sa famille. Et surtout pour Wayne. Wayne aimait beaucoup Janine, mais je crois qu'il a parfois été un peu trop hostile envers elle. Et j'ai l'impression que sa relation passée avec sa sœur l'a en quelque sorte rongée. C'était plus fort que moi. J'essayais de garder l'espoir que Janine finirait par revenir. Parce que tant qu'on ne retrouve pas de corps, notre esprit continue à espérer des choses et à penser qu'il y a peut-être une autre explication, même si on sait qu'il n'y en a probablement pas. On pense à plein de choses tant qu'on n'a pas de réponse ou de preuve de ce qui s'est réellement passé. On était toujours en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour relancer l'enquête. Et on s'est dit, pourquoi ne pas publier une photo du tapis dans les journaux? Mais à ce moment-là, on ne savait même pas si on avait une photo du tapis. Chigi l'a trouvée par hasard. Elle a dit, « Attendez, j'ai une photo du tapis. » Ma mère avait un appareil photo quand elle est décédée, et dans cet appareil, il y avait une pellicule. Donc je l'ai faite développer, et il se trouve que la dernière photo de la pellicule était une photo du tapis avec mon fils dessus. Si le tapis était retrouvé, l'enquête pourrait avancer. Mais le tapis avait disparu depuis 2 ans. Et il y avait peu de chance. Mais la police a quand même publié la photo du tapis dans les journaux. Ce n'était pas gagné d'avance, mais on a tenté notre chance. Puis, on a touché le gros lot. Aussi fou que cela puisse paraître, la police a reçu un appel d'une femme disant qu'elle avait retrouvé un tapis similaire environ 2 ans plus tôt et qu'elle l'avait pris et ramené chez elle. Il a été retrouvé près d'une benne à ordures, située à quelques kilomètres de la maison de Janine. La propriétaire de la maison et meilleure amie de Janine lui avait offert ce tapis. Et elle nous a dit que ce tapis avait une particularité. Une partie des franges était brûlée. La police est immédiatement allée voir le tapis et effectivement, une partie des franges était brûlée. Il confisque le tapis et l'emmène pour l'examiner.
Quand les fibres de laine prélevées à l'arrière de la Jeep sont comparées aux fibres venant du tapis persan, les résultats montrent qu'elles correspondent. Les enquêteurs ont aussi cherché dans le passé de Maurice Nasmeh et ils ont retrouvé plusieurs femmes avec qui Maurice avait eu des relations. Il se trouve que cette femme avait signalé Maurice Nasmeh comme étant violent. Les femmes qui ont été localisées n'avaient pas engagé de poursuite pénale. Ça arrive souvent. Une grande majorité des cas de violence ne font pas l'objet de plaintes, et en particulier quand il s'agit de violences faites aux femmes. Le 16 décembre 2004, la police arrête Maurice Nasmeh pour le meurtre de Janine Arms. Ça m'a fait un drôle d'effet d'apprendre la nouvelle. J'étais contente qu'il l'ait arrêté, j'étais très contente. Mais en même temps, ça ne me ramenait pas Janine. Ceci étant dit, ça faisait du bien de savoir qu'il était enfin en garde à vue. Je me souviens avoir pensé et espéré que maintenant qu'il était en garde à vue, il avouerait peut-être enfin ce qu'il avait fait à Janine et qu'on pourrait la retrouver et la ramener à la maison. Cette affaire est une succession de tragédies et je crois que le pire dans tout ça, c'est le temps que la famille a dû attendre pour avoir une réponse. Les preuves présentées montraient que les fibres du tapis persan avaient été retrouvées à l'arrière de la Jeep. Maurice Nasmeh avait été arrêté à cause de cette preuve. Mais l'affaire s'est effondrée quand le criminaliste qui travaillait pour le laboratoire d'analyse criminalistique de Santa Clara a déterminé qu'il ne disposait pas des certifications nécessaires pour parvenir à cette conclusion. L'avocat de Maurice révèle que le criminaliste du bureau du procureur de Santa Clara avait perdu sa certification à cause de son travail sur une autre affaire et qu'il n'était donc pas qualifié en tant qu'expert pour attester de la compatibilité des preuves qu'il devait examiner. C'était un immense choc. Et donc, après avoir appris ça et avoir compris que le criminaliste ne pourrait pas témoigner au procès, sous peine d'être discrédité, il a été décidé d'envoyer la preuve à un laboratoire indépendant, spécialisé dans l'analyse de preuves et notamment de fibres textiles. Il faut maintenant soumettre à nouveau les fibres textiles à un autre technicien. Ça va prendre 1 an. D'autres enquêtes ont lieu en parallèle. Et comme les fibres doivent passer par des dizaines de processus au moins, malheureusement, ça prend beaucoup de temps. À ce moment-là, Maurice Nasmeh est en détention provisoire depuis 2 ans en attente du procès. En 2007, Maurice Nasmeh dit qu'il a droit à un procès rapide et qu'il compte bien invoquer ce droit. Au vu des circonstances, le juge a finalement rejeté l'affaire, puisque personne n'était prêt à la juger. Donc, après qu'il a passé 2 ans et demi en prison, ils ont dû le relâcher. On était tout simplement dévastés et frustrés. On s'est vraiment demandé à quel point ça pourrait être pire. Il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'il a tué Janine Arms. Mais il est libre et les gens ne sont pas à l'aise avec ça. Ils ont peur que quelque chose d'autre arrive. Police secours de Sainte-Rosée, qu'avez-vous à signaler? Où êtes-vous? Il a un pistolet ou un couteau. Restez avec moi. Vous êtes à quelle adresse? Au secours! Il a tiré sur quelqu'un! Le 28 juin 2007, Maurice Nasmeh est libéré de prison.
Donc, Maurice Nasmeh est un homme libre, mais sa vie est peu réjouissante. Il a perdu son travail d'architecte. Il a pu travailler un peu à son compte. Il n'avait plus beaucoup d'argent à sa sortie de prison et, honnêtement, je crois qu'il était plein de rancœur. On nous a dit qu'ils avaient prévu de l'arrêter une seconde fois, dès qu'ils auraient fait analyser les preuves par un nouveau technicien. Ils avaient prévu d'engager le meilleur du pays et ils pensaient que ça prendrait 1 an. Mais ça n'a pas pris 1 an. On appelait sans cesse le procureur et on nous répondait constamment « Attendez encore 6 mois. Il faut attendre, patienter, encore et encore. » L'attente était tellement longue. Et je crois que Wayne, le pauvre Wayne, je crois que c'est après la disparition de sa sœur que ses démons ont commencé à l'envahir. Il pensait qu'il aurait dû la protéger davantage. Et ça le rongeait complètement. Le 15 janvier 2011, Wayne Sanchez est dans un restaurant très connu. Il regarde un match de hockey au bar quand Maurice Nasmeh entre dans le restaurant avec une femme. Il s'installe à côté de lui et commence à discuter. Et au bout d'un moment, Wayne réalise de qui il s'agit. Ils ont commencé un peu à se disputer. Wayne lui a probablement dit qu'il savait qui il était. Puis Wayne est parti. Il est rentré chez lui et il est revenu. Le temps qu'il revienne, Maurice avait changé de lieu et était allé dans un café. Wayne est entré et c'était le chaos dans le café. Police secours de San José, qu'avez-vous à signaler? Bonjour, j'ai besoin qu'on vienne escorter un homme hors de mon établissement. Il crée des problèmes. Il se dispute avec des gens? Oui, en ce moment même. À quelle adresse devons-nous venir? Quelle est Il a un l'adresse? couteau ou un pistolet. Il a un pistolet ou un couteau. Ok, Ok, restez avec moi. Où êtes-vous? d'accord. Je suis au 1330 El Paseo de Saratoga. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a une arme? Il vient de la sortir. D'accord, Un pistolet. mais il y a une différence si c'est un pistolet. C'est un pistolet. D'accord, restez au téléphone. Allez vous réfugier dans les toilettes. Wayne dit à la femme de s'écarter. Puis, en un seul tir, il assassine Maurice Nasmeh. Au secours! Il a tiré sur quelqu'un! C'est pas vrai! Ok, Ok. madame, êtes-vous en sécurité? Oui, on est dans les toilettes. On s'est enfermés. D'accord, vous diriez que l'homme a quel âge? Il a quel âge? Quoi? L'homme a quel âge? 40 ans? 40, il est grand, petit ou de taille moyenne? De taille moyenne. Ok, restez au téléphone avec moi, d'accord? Je veux une description précise. Vous l'avez vu tirer sur quelqu'un ou vous avez seulement entendu le bruit? Donc vous l'avez entendu tirer, mais vous ne savez pas s'il a touché quelqu'un? Si quelqu'un est touché. D'accord. Fermez la porte, s'il vous plaît. Écoutez, nos unités ne sont pas très loin, d'accord? D'accord. Je ne veux pas qu'il y ait de blessés. Donc si vous êtes à l'abri, je veux que vous y restiez, ok? Où êtes-vous en ce moment? On est dans l'arrière-boutique. Je suis dans l'arrière-boutique, il est plus là. D'accord, il est parti? Il est plus là, mais quelqu'un a été touché. D'accord. Les employés ont appelé la police. Wayne est sorti et je pense qu'il a entendu les sirènes se rapprocher. Et à ce moment-là, il a pointé le pistolet sur lui. Je crois que Wayne a eu l'impression que l'univers lui envoyait le meurtrier de sa sœur et il a dû penser qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire justice lui-même. Je crois qu'il était persuadé de faire une faveur à sa famille en tuant la personne qui avait assassiné leur fille.
Mais j'ai pensé que maintenant, on ne pourrait jamais vraiment savoir ce qui est arrivé à Janine. Les réponses se sont envolées. Maurice était le seul qui pouvait nous les donner. Et c'était fini, il était parti. Cette pauvre famille Sanchez a vécu une deuxième tragédie qu'on n'aurait pas pu imaginer. Ça m'a déchiré le cœur. 6 mois après la mort du frère et du suspect, les résultats du laboratoire sont arrivés. La conclusion est la même. Le laboratoire privé confirme tout ce que le criminaliste de Santa Clara avait dit. Si les fibres étaient revenues plus vite, Maurice serait toujours en prison et le frère ne l'aurait pas vu en public. C'est ce qui est tragique. Les preuves étaient là tout ce temps. Mais les résultats sont arrivés trop tard. Plusieurs mois après le meurtre-suicide, le procureur Jeff Rosen a donné une conférence de presse. Il n'y a aucune explication innocente pouvant justifier la présence des 27 fibres textiles à l'arrière de la Jeep Cherokee de Maurice Nasmeh. Puis, le procureur a annoncé que l'affaire était classée. Les forces de l'ordre pensent savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Ils pensent que Maurice est entré chez Janine avec certaines attentes. Et quand Janine l'a repoussé, il est devenu violent. Il y a beaucoup de théories sur la manière dont Janine est morte. Mais il n'y avait pas de sang. Donc, celle qui me paraît la plus plausible, c'est qu'un des coussins du canapé a certainement été utilisé. Il a ensuite enroulé Janine dans le tapis. Il a mis le corps dans sa voiture. Il est parti et s'est débarrassé d'elle. La dernière question sans réponse qu'il nous reste est: où est Janine Arms? La question plane toujours sur la Silicon Valley, parce que son corps n'a jamais été retrouvé. Et je crois que c'est pour cette raison que l'affaire semble inachevée et particulièrement tragique. Encore aujourd'hui, c'est une histoire connue. Vous pouvez parler de Janine Arms à n'importe qui dans la Silicon Valley. Cette personne connaîtra au moins une partie de l'affaire. La famille Sanchez a vécu tragédie sur tragédie. Ça me fend le cœur. Ils sont morts sans savoir où était Janine. C'est terriblement tragique. J'aimerais sincèrement trouver quelqu'un qui sache où elle est. Même si Maurice n'est plus là, j'imagine qu'il a dû en parler à quelqu'un. Et ce serait vraiment bien de pouvoir retrouver cette personne et qu'elle nous donne des informations. La famille possède une niche au cimetière de Los Gatos. Toute la famille y est, sa mère, son père, sa grand-mère et Wayne. Ils ont chacun une urne avec leurs cendres. Il y a aussi une urne gravée prévue pour Janine dans une niche en verre. Il y a un espace pour elle, pour qu'elle soit à nouveau réunie avec sa famille. Et c'est tout ce qu'on peut espérer. Ramenons-la chez elle, auprès de sa famille. Le monde n'est pas meilleur sans elle. Vraiment pas. Le monde serait tellement mieux si elle était encore là. C'était une personne merveilleuse.